c'est la première fois depuis que Abdou Diouf a été Premier ministre du Sénégal qu'un ancien Premier ministre est inculpé et qu'il voit sa liberté de déplacement être restreinte. Le titre que je donne à cette conférence de presse est le suivant. Comment une affaire privée de divorce a été transformée en ridicule complot d'État. Du faux qui n'existe pas et de la tentative d'escroquerie sans préjudice ni plaignant. Une innovation de la justice sénégalaise. Une tentative d'escroquerie sans plaignant ni préjudice, c'est une innovation majeure dans notre pays. Je ne parle de cette affaire privée que parce qu'elle a été transformée en complot d'État. Et bien évidemment, je n'évoquerai que les aspects en rapport avec ce complot. Je n'irai pas plus loin. Croyez-moi, ça n'est pas chose agréable que de parler de sa vie privée, mais là, c'est contraint et forcé que je le fais, non seulement pour défendre mon honneur, mais également celui du parti que je dirige et donc de ses membres. D'abord, l'inculpation. J'ai été convoqué le vendredi 29, donc c'était hier, le vendredi 29 juillet, par le doyen des juges d'instruction, saisi par un réquisitoire du procureur de la République, Bassirou Gueye. Le doyen des juges m'a inculpé pour complicité de faux commis sur des documents administratifs en 2013-2014, usage de faux et tentative d'escroquerie portant sur les biens de mon ex-époux. Monsieur Adama Thiam, ancien officier d'état civil à la retraite, est visé comme étant l'auteur principal du faux. Cette inculpation est assortie d'un contrôle judiciaire visant à limiter ma liberté de déplacement hors du territoire. Je le prends évidemment comme une mesure vexatoire, mais nous y reviendrons. Et le doyen des juges m'a précisé que les articles 137, 45 et 46 du Code pénal étaient visés. Avant d'en venir aux faits, je voudrais commencer par faire observer que même si je m'étais rendu coupable d'escroquerie à l'endroit de mon ex-épouse, évidemment ça ne correspond pas à la réalité, mais même si cela avait été le cas, l'article 365 du Code pénal dispose que, je cite, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles, donc des réparations civiles, on ne parle pas de poursuite pénale, les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé. Donc c'est très clair. Ça veut dire qu'une tentative d'escroquerie identifiée, ce n'est pas mon cas, mais une tentative d'escroquerie au préjudice d'une épouse ne peut pas donner lieu à une procédure pénale sanctionnée par une inculpation et une mise sous contrôle judiciaire. Or, retenez bien que c'est sur le fondement de la tentative d'escroquerie que le doyen des juges a pu être saisi, compte tenu du fait que le faux dans les documents administratifs, donc c'est l'article 137 du Code pénal, est du ressort du tribunal départemental de Dakar. Donc, le complot commence déjà. Je précise également que l'article 137,
qui n'est pas celui qui est applicable dans ce cas, parce qu'on parle de faux en registre d'état civil, et là, on évoque l'article 137 qui lui traite des faux documents administratifs. Mais quand même, on y reviendra. L'article 137, s'il a été choisi, c'est qu'il a le gros avantage de prévoir une peine complémentaire aux peines de prison et d'amende, laquelle peine complémentaire porte sur la privation de droits civiques et civils, précisé par l'article 34, et notamment le droit de vote et d'éligibilité. Vous m'avez donc suivi, vous savez ce que vise le complot dont nous avons parlé. Maintenant, je vais décrire les faits. 1. Je me suis marié avec la dame Adé le 23 janvier 1982 sous un régime de communauté de biens, ce que je n'ai jamais contesté. 2. En 1994, nous avons ensemble décidé de commuer ce régime de communauté en régime de séparation de biens. Nous avons interrogé le juge des mariages, qui se trouvait être le président du tribunal départemental de Dakar, je crois qu'il s'appelait M. Ba à l'époque. Il nous a dit, c'est possible, il faut par contre présenter une requête conjointe, signée par les deux époux. Cette requête a été signée, déposée au juge. Le président du tribunal départemental de l'époque, de Dakar, a rendu une ordonnance transformant le régime de communauté en régime de séparation de biens. Quatrième vérité, le greffier en chef du tribunal départemental de Dakar a transmis cette ordonnance directement à l'officier d'état civil de l'hôpital principal de Dakar. Et c'est ce que prévoit la loi. Ça n'est pas un document qui peut passer par des mains tierces. Les références de cette ordonnance et son objet ont été portés en marge du registre des mariages, le registre 002/1982, en conformité avec ce que prévoit la loi, articles 90 et 91 du Code de la famille. Cette ordonnance a un numéro, c'est le numéro 685 du 26 mai 1994. Le livret de famille a également été mis à jour de cette modification, conformément également aux dispositions du Code de la famille. Je me suis fait à ce moment-là délivrer une copie de la page du registre des mariages. Cinquième vérité, cette décision de justice n'a jamais été contestée pendant 20 ans de mariage. Mon ex-épouse et moi avons vécu depuis l'an 1994 en régime de séparation de biens. Nous avions cherché la séparation de biens pour pouvoir respectivement s'endetter, acquérir des biens sans gêner le patrimoine de l'autre époux. C'est ce que nous avons fait, chacun d'entre nous, séparément, s'est endetté et a acquis des biens en déclarant la séparation de biens. En 2014, sixième vérité, soit donc
20 ans plus tard, j'ai souhaité la séparation avec mon ex-épouse. Et j'ai produit le livret de famille qui était en ma possession et dont la loi me fait gardien, article 80 du Code de la famille. Pendant la procédure de divorce, les avocats de mon ex-épouse ont contesté le régime de séparation et ont défendu le principe que la communauté existait toujours. Huitième vérité. La présidente du tribunal départemental de Dakar, pour des motivations qu'elle seule connaît, au lieu de se limiter à instruire et juger la procédure de divorce dont elle avait été saisie, a adressé une lettre au procureur pour demander que je sois poursuivi tout en continuant à rester juge du divorce, devenant donc juge et partie. Par ailleurs, un ancien officier d'état civil à la retraite, qui avait été chef du centre de l'hôpital principal, M. Adamatian, m'a fait savoir au cours d'un entretien téléphonique que la présidente du tribunal départemental de Dakar lui a demandé de raturer la mention qui avait été portée en marge du registre des mariages, en totale violation de la loi. L'article 90 et 91 du Code de la famille permettent de me le dire. Donc il a raturé la mention qu'il avait à l'époque portée en marge du registre des mariages lorsqu'il avait reçu l'ordonnance numéro 685 et dont il avait fait mention également dans le livre de famille à ma demande, dans le livret de famille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que seule une décision de justice peut permettre de remettre en cause une autre décision de justice. Et les références de cette décision de justice doivent être portées en marge du registre des mariages. Ils n'ont pas de droit de raturer ou de faire raturer une mention portée en marge d'un document d'état civil. La loi est claire. Ça veut dire que les écritures initiales, même si elles ont été raturées, sont les seules valables, jusqu'à ce qu'il y ait une autre décision de justice qui dise qu'elles ne le sont pas et qui explique et qui les enlève. Dixième vérité. Il, le dit en insistant, ils ont fait disparaître des archives de la justice la dite ordonnance et l'ensemble du dossier. Mais heureusement, un crime n'est jamais parfait. Le greffier en chef de l'époque, maître Hyacinthe Gomis, aurait reconnu sa propre écriture sur le registre des ordonnances, affirmant que cette ordonnance a bel et bien existé. Et du reste, on ne peut pas, 20 ans après, trouver un numéro d'ordonnance et une date cohérente avec une série qui existe, comme vous allez le voir tout à l'heure. On ne peut pas avoir une liste sans lignes intercalaires, totalement cohérente. Il y a le 684, il y a le 685, il y a le 686, il y a le 687, ainsi de suite. Ça veut dire que cette ordonnance a bel et bien existé, comme je vous le montrerai tout à l'heure. On accuse pourtant
On accuse pourtant M. Adamatian d'avoir commis un faux avec ma complicité. Or, d'une part, le faux n'existe pas, et d'autre part, je ne vois pas la forme que ma complicité peut revêtir, si tant est que l'ordonnance modifiant le régime patrimonial a été transmise directement par le greffier en chef du tribunal à l'état civil, au chef de service de l'état civil, conformément d'ailleurs à la loi. En conclusion, je n'arrive pas à identifier le faux dont j'aurais pu être le complice sans avoir accès aux documents d'état civil, sans les avoir établis. Ce faux dont on me parle, il ne m'a toujours pas été présenté. Je ne parviens pas à identifier la tentative d'escroquerie dont j'aurais pu me rendre coupable quand la personne que l'on m'accuse d'avoir voulu escroquer n'a pas porté plainte et a reconnu avoir été consentante pour le changement de régime matrimonial, consistant à le faire passer de communauté à séparation. J'aurais donc tenté d'escroquer une personne consentante. Et vous remarquerez bien entendu, comme je l'ai indiqué dans le titre de la conférence de presse, qu'il n'y a pas de plaignant. Si ça ne ressemble pas à un complot, ça, je me demande ce que ça peut être. Enfin, cette tentative, et je le rappelle, aurait-elle existé? Encore une fois, ça n'existe pas. Mais même si il y avait eu, suppose M. Salmaniaï tente d'escroquer son épouse Binta Diouf, cette tentative d'escroquerie n'aurait pas pu donner lieu à des poursuites pénales, conformément à l'article 335 du Code pénal que j'ai rappelé principalement. Alors c'est pour toutes ces raisons que j'évoque un complot d'État, vous laissant deviner aisément qui sont ils. Mais et en me répétant qu'ils sachent bien que rien ne me détournera de l'essentiel, savoir la sauvegarde des intérêts de mon pays, et en particulier, dans le contexte actuel, ceux relatifs à ses ressources pétrolières et gazières. Ils ne me feront pas taire. Je continue d'avoir foi en la justice de mon pays et mes avocats défendront mes droits.